Nous sommes maintenant présents au stand de Ericsson au Mobile World Congress 2026 et nous sommes avec Monsieur Alain Maupin qui est le vice-président and Head of Customer Unit East and North Africa at Ericsson Europe. C'est un titre assez quand même long. Ce qui veut dire en gros que vous êtes à la tête de l'unité qui, disons commercialement et techniquement aussi, vous vous occupez du Nord-Afrique, c'est ça? Je m'occupe de l'Algérie, la Tunisie, la Libye, jusqu'au Zimbabwe. Excellent. 27 pays en tout. Sur ces pays-là, la majorité a lancé déjà la 5G ou où sommes-nous déjà? On est toujours dans une phase de progression dans le lancement de la 5G. Un certain nombre de pays sont déjà très en avance. La Tunisie en fait partie. On a le Kenya, on a la Tanzanie, on a la Zambie. Donc la 5G se déploie progressivement avec un taux d'adoption qui est relativement important. On sent l'impact sur le marché, on sent l'appétit des gens pour plus de données, on sent l'appétit des gens pour du plus haut débit. Donc je dirais que c'est plutôt un succès. Très bien. Quels sont les challenges ou plutôt les leçons qu'on pourrait tirer des lancements déjà effectués? Par exemple, pour le cas de la Tunisie, clairement, ça a été un succès, la 5G Fixed Wireless Access, mais les opérateurs ne s'attendaient absolument pas à ce qu'il y ait autant de succès aussi pour le nombre des abonnés. On dirait que ça a donné beaucoup plus d'appétit aux gens de consommer en très haut débit et carrément le nombre des abonnés en fibre optique, ça a explosé. Est-ce que c'est un cas typique? C'est assez courant en fait dans la région. On se rend compte que lorsqu'on amène du haut débit ou du très haut débit comme avec la 5G, l'appétit est là pour de la très haute qualité, par exemple de la télévision, du 4K, etc., qui peut être très bien rendu sur de la 5G. Et donc ça crée un appétit, ça crée un effet d'emballement. Et on voit la fibre optique, la demande pour la fibre optique qui va aussi également en croissance. Et certains opérateurs, en fait, utilisent les deux pour une même géographie, sachant que l'un pouvait être le fallback d'un autre. C'est tout à fait intéressant de voir cette demande. Là justement, le FWA, ça a donné plus d'abonnements, d'opportunités business pour les petites et moyennes entreprises. Mais il faut dire que le plus grand potentiel de la 5G, c'est la 5G SA, standalone. Absolument. Et là, je pense que ce n'est pas uniquement pour le cas de la Tunisie, je pense dans l'Afrique en général, mais aussi dans le monde. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine résistance contre cette 5G SA ou plutôt une mauvaise compréhension de la technologie? Je pense que ce n'est pas un problème de résistance. Je pense qu'il y a un problème de compréhension. Il y a un problème aussi, vous savez, ça représente des investissements importants. Donc il faut avoir des cas d'affaires qui soient clairs, où on va savoir comment on va arriver à monétiser. Là, on parle d'une technologie qui s'adresse moins au grand public, si vous voulez. C'est plutôt les entreprises, les industries qui vont avoir des demandes très spécifiques en termes de latence, c'est-à-dire de temps de réponse qui doit être très court, d'avoir des débits, en particulier dans la voie montante, qui soient plus importants. Et qui s'adresse à des cas d'affaires particuliers ou des cas d'usage particuliers. Par exemple, on voit qu'il y a un grand engouement dans certaines parties de notre région pour ce qu'on appelle les missions critiques, donc public safety, la police, les pompiers, les services hospitaliers, les services ambulanciers, la défense. On voit un engouement particulier parce qu'on utilise cette technologie commerciale aussi dans le cadre, avec le niveau de sécurité que ça fournit, dans des applications militaires. Donc il y a vraiment un panel très très large d'applications de cette technologie, mais évidemment c'est plus complexe à comprendre, donc il y a forcément un effet de résistance. C'est juste une question de compréhension, de faire le calcul financier de retour sur cet investissement. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, nous les fournisseurs de technologie, avec nos clients, les CSP, pour faire comprendre aux usagers finaux, qui sont les entreprises d'industrie, comment arriver à monétiser cette technologie. Très bien. On dit que pour la 5G, c'est une IA-friendly technology. Ouais. Et que la 6G, bientôt, on essaie en tout cas de travailler maintenant sur ce qu'est la 6G, elle va être agentic AI friendly. Est-ce que vous pensez que les opérateurs vont être plus réceptifs à l'idée de lancer la 6G en 2030 ou ils vont dire
Let's try the agentic AI. On conteste plus l'IA sur la 5G, après on verra pour la 6G. Est-ce que c'est un petit peu le cas? Je pense qu'il faut prendre les choses par étapes. Okay? L'IA sur la 5G, c'est un add-on. Yes. Okay? La 5G a été inventée avant que l'IA vraiment, l'IA existe depuis longtemps, mais à un niveau, à une échelle mondiale comme elle est en train de prendre maintenant, c'est vraiment un add-on. Il y a deux types d'IA dans ce cadre. Il y a l'IA qui est pour les réseaux, et puis il y a les réseaux pour l'IA. Je m'explique. L'IA pour les réseaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le taux d'efficacité, l'optimisation, l'autonomie de nos réseaux, la prédictabilité des fautes qui vont venir simplement en apprenant, par usage. Quand il y a tous ces symptômes qui arrivent, là il y a un problème qui va arriver. Donc on est en train de... c'est déjà porté dans nos réseaux, on utilise l'IA pour les réseaux, pour les rendre plus efficaces. Et aussi maintenant les réseaux pour l'IA. Et c'est là qu'on parle de l'agentic AI, etc. Au début, quand on a ce qu'on appelle le generative AI, okay, qu'on utilise, chacun d'entre nous l'utilise maintenant sur son téléphone, on va vers un agentic AI où on va avoir un certain nombre d'agents d'intelligence artificielle en bordure de réseau ou dans le réseau en termes de terminaux qui vont prendre des décisions autonomes, qui doivent avoir des taux de réponse du réseau très rapides pour pouvoir répondre à leurs différentes fonctions. C'est ce qu'on appelle l'agentic AI. Il y a une autre génération d'AI qui va arriver après, ce qu'on appelle le physical AI. Là, d'un seul coup, vous allez avoir des robots qui vont être équipés avec une intelligence artificielle. Et là, évidemment, ça va être une échelle énorme de trafic qui va être nécessaire pour pouvoir porter ça sur les réseaux. Donc il faut voir le réseau comme le système nerveux de cette intelligence artificielle qui va être distribuée. C'est pour ça que la connectivité, la qualité de la connectivité, la sécurité de la connectivité doit être renforcée. Et c'est là qu'une technologie comme la 5G est tout à fait appropriée. La 6G, si on en parle, qui va arriver, disons, les premiers trials pré-commerciaux seront en 2029-2030. La 6G sera AI native, c'est-à-dire qu'elle aura été construite et ingénierée, non pas comme un add-on avec l'IA, mais directement sur la base de l'IA. Donc ça va donner une génération complètement nouvelle. On va parler de sensing captors, avec mixed reality. Donc c'est une génération complètement différente. Je pense que c'est encore un peu tôt pour en parler. Mais est-ce que dans ce cas-là, ce dernier statement, et ça va être ma dernière question, est-ce que ce statement-là is it true to say, si un opérateur veut réussir dans le futur proche sa 6G ou sa transition à la 6G doit réussir avant l'installation de l'IA 5G et ça, avec l'IA powered. Ça, 5G et ça va être un prérequis. Donc maintenant, c'est la 5G SA avec l'IA pour optimiser et se préparer au futur. Et se préparer très facilement à le passage à la 6G. Et surtout, monétiser dès maintenant et apporter les cas d'usage et les cas d'affaires aux entreprises, aux industries, aux mission critical, public safety, comme j'ai mentionné. C'est maintenant qu'on doit faire ça. Très bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.